Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un essai qui a fait pas mal de bruit, un livre-titre volontairement provocateur, Foutriquet. Alors à première vue, on pourrait croire à une simple critique, une charge contre une figure politique. Mais l'analyse de l'auteur, Michel Onfray, va bien au-delà. Oui, c'est bien plus qu'un pamphlet. C'est un diagnostic philosophique, en fait. C'est ça. Un diagnostic sur ce qu'il perçoit comme le nihilisme, l'ère de la post-vérité et même le déclin d'une civilisation. Exactement. Il utilise cette figure politique un peu comme un symptôme pour aborder des questions beaucoup plus larges. On y parle de la perte du principe de réalité, de la crise de l'autorité. Et même d'histoire, avec une relecture de la Commune de Paris pour éclairer le présent. Tout à fait. Notre discussion aujourd'hui, c'est donc de décortiquer les arguments de ce livre, qui est dense et, disons-le, assez polémique. Et pour bien comprendre sa logique, il faut commencer par le début. Par son parallèle historique. Oui, c'est assez surprenant. Le livre ne commence pas en 2017, mais bien en 1871. L'auteur pose d'emblée une opposition très forte entre eux. D'un côté, la révolution de 1789, Qu'il décrit comme une révolution d'intellectuels, de bourgeois. voilà. Et de l'autre, la Commune de Paris de 1871. Et pour lui, c'est tout le contraire. La Commune, c'est la seule, l'unique révolution vraiment populaire de l'histoire de France. Pas de grands penseurs aux manettes, mais des ouvriers, des artisans. Le peuple, quoi. Exactement. Des gens du peuple qui prennent leur destin en main. Et il insiste beaucoup sur le côté très concret, très social de leurs mesures. Il les énumère, c'est vrai. L'égalité des salaires hommes-femmes. On est en 1871. Incroyable. Mais aussi la séparation de l'Église et de l'État, les ateliers coopératifs autogérés. Et il y a ce symbole qu'il juge fondamental. Ah oui, le fait que les communards aient brûlé la guillotine. C'est un geste fort pour lui. C'est une manière de dire notre révolution à nous, ce ne sera pas la terreur. Un refus de la violence d'État, de la verticalité. C'est ça. Et c'est là qu'il introduit une distinction philosophique. Il dit que la commune est d'inspiration proudhonienne. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, ça veut dire quoi concrètement? Pour faire simple, une vision proudhonienne, c'est une vision qui met en avant le pouvoir local. L'autogestion, le fédéralisme? Voilà. Le pouvoir vient d'en bas, des communes, des associations. Il l'oppose directement au marxisme qui, lui, vise à prendre le contrôle de l'État central. D'accord. Deux projets radicalement différents donc. Pour Onfray, oui. Il pense d'ailleurs que Marx a fait une sorte de récupération politique de la commune après coup. D'accord. Mais alors, pourquoi ce long détour par 1871? Quel est le lien avec aujourd'hui? On y arrive. Le point crucial, c'est la fin de la commune. La semaine sanglante. La répression. La répression sanglante. Il rappelle que pour écraser Paris, le gouvernement républicain de Thiers a collaboré avec Bismarck, l'ennemi de la veille. Hmm. Et il insiste sur le fait que des gens comme Clémenceau ont soutenu cette répression. Pour l'auteur, le pouvoir actuel est l'héritier de ces Versailles. Dans sa gestion des crises sociales, comme les Gilets jaunes par exemple? Exactement. C'est l'idée d'une élite qui méprise une révolte populaire qu'elle ne comprend pas et qu'elle est prête à tout pour mater. Et cette idée d'un pouvoir coupé du réel, c'est la clé de voûte de sa critique qu'il résume en une formule. Le fameux « en même temps ». Voilà. Et attention, pour lui, ce n'est pas du tout un simple tic de langage. Il y voit une doctrine. Une véritable doctrine philosophique, oui, et une doctrine qu'il juge destructrice. Il la présente comme une attaque directe contre un pilier de la pensée occidentale, le principe de non-contradiction d'Aristote. Qui dit qu'une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps. Une porte est soit ouverte, soit fermée. C'est ça, et pour Onfray, le « en même temps » dit que la porte peut être ouverte et fermée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y voit pas de l'indécision. Pour lui, c'est un symptôme bien plus grave. Beaucoup plus grave, c'est l'abandon de l'idée même de vérité. Si tout et son contraire sont vrais, alors plus rien n'a de sens. Le seul pouvoir qui reste, c'est celui du caprice. C'est le cœur de son argument sur le nihilisme. Et à partir de là, le livre devient une longue énumération de ces contradictions. Oui, une énumération presque obsessionnelle. Il prend des exemples que tout le monde connaît. La réforme des retraites, Hein? on la lance, on la stoppe, on la relance. Les limitations de vitesse, Le glyphosate, le glyphosate, oui, on va l'interdire, puis finalement non. Et bien sûr, le cas d'école. et la gestion de la pandémie. Évidemment, c'est le point d'orgue de sa démonstration. Il déroule toute la séquence. Les frontières inutiles, puis enferme. Les masques inutiles, puis obligatoires. Le confinement, jamais. Puis on confine. Le pass sanitaire, jamais un droit d'accès, puis devient la clé de la vie sociale. Pour l'auteur, ce n'est pas juste de l'adaptation. Qu'est-ce que c'est alors selon lui?
Il décrit ça comme la pathologie d'un enfant roi qui veut tout et son contraire, sans jamais assumer la cohérence. C'est une méthode de gouvernement qui, selon lui, rend les citoyens fous, Et qui détruit la confiance. qui détruit la confiance et au final qui ruine l'autorité de l'État. Si la loi change tous les jours, pourquoi la respecter? Au-delà des politiques, le livre s'attarde aussi beaucoup sur le langage, sur les petites phrases. Oui, les lapsus qu'il voit comme très révélateurs d'un mépris de classe. Le pognon de dingue, les gens qui ne sont rien. Les Gaulois réfractaires au changement. Chaque phrase est analysée comme une marque de déconnexion, d'une élite qui voit le peuple comme une masse à éduquer, en fait. Et cette analyse, elle attend son sommaire avec le chapitre sur l'affaire Benalla. Ah oui, il en fait un cas d'école. Le cas du favori du roi. Une figure classique de la monarchie, selon lui, il détaille toute l'ascension de ce personnage. Les cadeaux, les privilèges, les promotions inexplicables. Le livre rappelle qu'il passe de brigadier à lieutenant-colonel, et il est protégé au plus haut sommet de l'État. Et puis il y a ce moment, cette phrase prononcée par le président pour se justifier. La fameuse phrase «Alexandre Benalla n'a jamais été mon amant». Pour Anfray, cette justification est un point de rupture, Pourquoi? parce qu'elle déplace le débat sur un terrain intime, sexuel, qui est totalement hors sujet. Pour lui, c'est le signe d'un pouvoir qui a perdu pied, qui ne sait plus répondre rationnellement à une crise. De cette critique très ciblée, l'analyse s'élargit ensuite à l'état de la société française. Et là, il avance une thèse, assez audacieuse sur le rapport à l'islam. C'est une des thèses les plus provocatrices, oui. Il soutient que la France mène à la fois une politique étrangère qu'il nomme islamophobe et une politique intérieure islamophile. Attends, comment il justifie ce grand écart? Ça ressemble au « en même temps » qu'il dénonce, non? C'est une excellente remarque. Mais pour lui, ce n'est pas la même chose. La politique étrangère islamophobe, dans son analyse, c'est l'alignement sur les États-Unis. Les interventions en Libye, en Syrie. C'est ça, des guerres dans les pays musulmans qui, selon lui, créent du chaos et nourrissent le terrorisme qui nous frappe en retour. D'accord. Et la politique intérieure islamophile? Là, il change de perspective. Il décrit une politique intérieure qu'il perçoit comme faible, lâche, pleine de compromissions face à l'islamisme politique, par peur d'être taxé d'islamophobie, justement. Donc pour lui, il n'y a pas de contradiction. C'est fort à l'extérieur, faible à l'intérieur. C'est sa lecture, en tout cas. Et dans ce diagnostic général, il ne vise pas que le pouvoir. Il parle aussi d'une fachosphère de gauche. Oui, il estime qu'une partie de la gauche radicale participe à la destruction de l'État en banalisant des slogans comme CRSS. Une comparaison entre la police et les nazis, Pour lui, ce n'est pas anodin. Ça détruit le respect de l'uniforme, ça sape l'autorité. ce qui nous ramène à son analyse de l'effondrement de l'autorité depuis mai 68. C'est la clé de tout pour lui. Le rejet légitime de l'autoritarisme a glissé, selon lui, vers un rejet de toute autorité. Même celle du savoir, de la loi. Voilà, il cite cet ancien ministre qui dit « L'émotion dépasse les règles juridiques ». Pour Anfray, c'est terrible. Ça veut dire que le caprice d'une minorité peut primer sur la loi commune. Et dans un monde sans autorité. C'est la loi du plus fort qui s'impose, la loi de la jungle. Le tableau est vraiment très sombre. Alors face à cet effondrement, quelles sont les solutions qu'il envisage? Eh bien, il renvoie dos à dos une bonne partie de la classe politique. C'est intéressant de voir son analyse d'Éric Zemmour, par exemple. Ah oui. Il dit partager beaucoup de ses constats sur le déclin, la perte de souveraineté. Mais il rejette totalement ses solutions, Et pourquoi? parce qu'il les qualifie de césaristes et maurassiennes, c'est-à-dire l'idée de l'homme providential, du chef qui centralise tout pour sauver le pays. Pour Anfray, qui est un penseur libertaire, c'est pire que le mal. D'accord. S'il rejette cette solution par le haut, que propose-t-il? Il oppose à l'homme providentiel ce qu'il appelle un peuple providentiel. Et là, on revient à la Commune de Paris. On boucle la boucle. Sa solution est directement d'inspiration proudhonienne. Une décentralisation radicale. Exactement. Un communalisme libertaire. Rendre le pouvoir aux communes, aux régions. Utiliser les référendums locaux. Une économie basée sur les coopératives, les mutuelles. Un projet girondin, en somme. C'est tout à fait ça. La France des territoires contre Paris. En conclusion, on comprend que ce livre est bien plus qu'une simple charge politique. C'est un essai qui essaye de lier une crise politique à des racines philosophiques très, très profondes. Tout à fait. L'abandon du réel, la dissolution de l'autorité, la faillite, selon lui, d'une partie de la gauche depuis 68. Qu'on soit d'accord ou non avec ces thèses, qui sont radicales, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Le livre force à s'interroger sur la nature du pouvoir, le rôle de l'histoire. C'est un diagnostic sans concession sur l'état d'une civilisation. Et ça nous laisse avec une image finale, une réflexion puissante qu'il utilise. Il prend l'exemple des Maoris de Nouvelle-Zélande. Hmm.
Il explique qu'ils n'ont pas été vaincus par les armes des colons, mais d'abord par l'oubli de leur propre histoire, de leur identité, ce qui a permis aux autres de leur imposer la leur. C'est une métaphore forte. Et la question que le livre laisse en suspens, c'est celle-ci. Est-ce qu'une civilisation peut, consciemment, décider de se souvenir pour inverser son déclin? Ou est-ce que le cycle de la naissance, de la grandeur et de la mort est une fatalité historique à laquelle, au fond, personne n'échappe?